Mesdames, Messieurs, vous pouvez sortir vos stylos et vos cahiers. C'est un monde fait en effet sa rentrée et pas des moindres. Cette semaine, à l'occasion de la journée mondiale de l'alphabétisation, les langues sont à l'honneur. Alors, quelle place occupent les langues étrangères chez nos voisins ? Comment les enseigne-t-on dans les autres pays ? Qui sont les rois de l'apprentissage ? À chaque pays, vous vous en doutez, sa méthode, c'est ce que nous verrons avec 4 de nos journalistes. Et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit, vous vous en doutez, a été bien sûr enregistrée. Alors, au sommet de cette tour de Babel, voici nos polyglottes du jour. Valérie Lerouge qui nous attend à Bruxelles, ou pas très loin. Alexia Kefalas, que l'on rejoindra à Athènes. Fanny Lothaire, notre correspondante au Brésil. Et enfin, Nicolas Bertrand, qui, lui, nous donne rendez-vous à New Delhi. Alors, pour commencer notre périple, direction la Belgique. Le pays compte en effet 3 langues officielles. Il y a le français, il y a le néerlandais et l'allemand. On le sait, peu en fait. Bonjour Valérie. Est-ce qu'il faut considérer cela comme plutôt une richesse ou une sacrée prise de tête ? Bonjour Laurent, bonjour à tous. On aurait envie de dire, sur le papier au moins, que c'est une richesse, que tout le monde parle au moins 2 ou 3 langues dès le plus jeune âge et que ça permet aux enfants d'être d'autant plus à l'aise, peut-être, pour en apprendre d'autres. Dans les faits, honnêtement, c'est quand même beaucoup plus compliqué. La coexistence de ces 3 langues est surtout source de complexité, d'incompréhension, parfois de tension. Rappelez-vous le conflit linguistique qui portait bien son nom dans les années 60 en Belgique, où on a vu un vrai conflit violent, notamment à Louvain, où dans l'université, les francophones et les néerlandophones se battaient. Les francophones ont dû partir et créer leur propre université à quelques kilomètres de là, à Louvain, la Neuve, d'où le nom. Alors, on n'en est plus là, mais quand même, on voit bien aujourd'hui que dans les écoles néerlandophones, on apprend de moins en moins le français. Et réciproquement, les petits écoliers francophones ont de moins en moins d'heures de néerlandais. Alors, il y a quelques familles et quelques écoles qui luttent contre ça. On appelle ça les écoles en immersion. Un jour en français, le lendemain en néerlandais. 4% des petits francophones sont à ce régime-là. C'est peu, mais le nombre d'écoles qui le pratiquent a quand même triplé en 5 ans. Reportage avec Loïc Verheyen et Sylvain Winans. Dans cette petite école de village, c'est la rentrée scolaire. Un jour un peu spécial pour le petit Henri. Du haut de ses 5 ans, il fait le grand plongeon dans un nouvel univers linguistique. C'est complètement un autre univers, sachant que voilà, il n'a pas encore vraiment eu de néerlandais. On n'est pas du tout néerlandophone, du coup, c'est un peu ses premiers contacts avec la langue. Donc voilà, c'est nouveau. Allez, allez, c'est parti, on va en classe. Dès le plus jeune âge, ces écoliers sont confrontés à l'autre langue du pays, le néerlandais. Goedemorgen Henri. Bonjour Henri. Waouh, bravo. La moitié des cours en flamand, l'autre en français, en alternance 1 jour sur 2. C'est le principe de l'immersion linguistique, très populaire en Belgique. On joue dehors, pas en classe. Il faut jouer à l'extérieur. Ces petits francophones ne parlent pas un mot de néerlandais, pourtant ils appliquent déjà les consignes sans la moindre hésitation. Elle fait beaucoup de gestes, beaucoup de mimiques, montre des images, etc. Et donc finalement les enfants comprennent et puis les enfants s'entraident beaucoup entre eux aussi. Les premiers temps ils sont un petit peu déstabilisés mais ça se met très vite dans les rails. Dans cette famille, tout le monde parle français à la maison. Ça va ? Pourtant, les parents ont fait le choix de scolariser leurs 2 filles en Flandre, dans une école 100% néerlandophone. Là où nous vivons, on est ici aux portes de Bruxelles. On se rend compte que pour le marché du travail, c'est évidemment un gros plus que d'être bilingue. Mais à force d'étudier en néerlandais, les enfants accumulent certaines lacunes dans leur propre langue. Exemple avec la leçon du jour, qui porte sur les espèces animales. Kat, Naxlak, un bruine kikker. Cette francophone fait un sans faute en néerlandais, mais en français... Est-ce que celui-là, tu sais ? Le vocabulaire est trop spécifique. Victoria fait un blocage dans sa langue maternelle. C'est rare d'avoir un enfant qui soit 100% bon en néerlandais et 100% bon en français. Je pense qu'un enfant qui est scolarisé dans les 2 langues aura toujours des lacunes dans les 2 langues. Ce ne sera jamais parfait. En Belgique, les langues sont une nécessité ainsi qu'une source de conflit.
À l'origine, ce lycée bruxellois était bilingue, mais les tensions linguistiques ont créé une situation pour le moins surréaliste. Ben voilà, je vous présente le point de passage entre la partie francophone et la partie néerlandophone de l'établissement. C'est ce que nous appelons la frontière linguistique. Depuis 60 ans, l'école est littéralement coupée en deux. Les francophones ont conservé le gymnase, une salle de sport qu'ils sont contraints de transformer chaque jour en cantine scolaire. C'est effectivement à l'origine une salle de sport, mais comme nous n'avons pas de cafétéria dans la partie francophone de l'école, nous sommes obligés d'aménager pour le temps de midi des tables pour que les élèves puissent manger. Les Flamands ont hérité du réfectoire, mais ils refusent d'y accueillir les francophones. On a peur que les élèves francophones parlent français dans un espace qui est réservé uniquement aux néerlandais. Et dès lors, il faut vraiment séparer les choses. Depuis peu, un nouveau directeur néerlandophone plus conciliant a pris ses fonctions. Après 60 ans de séparation, les deux ailes recommencent enfin à tisser des liens. Bon, dites-nous tout, Valérie, et rassurez-nous, peut-être cette école, c'est un cas à part, on peut dire même exceptionnel, non ? Pas du tout. 90 écoles sont comme ça scindées. Ça concerne donc 30 000 élèves qui sont dans la même enceinte mais qui ne se parlent pas, qui ont une organisation différente, qui ont des directions différentes, qui ont des prestataires de la cantine différents. Les salaires des profs ne sont pas les mêmes non plus et parfois les congés ne sont pas aux mêmes dates non plus. Mais bizarrement, il y a un peu que nous, les Français, quand on voit ça, que ça étonne. Mais dans la vie quotidienne, en dehors de l'école, j'entends, quelles sont les conséquences de cette coexistence de trois langues ? C'est au quotidien. Dans les documents officiels, par exemple, doivent être traduits dans les trois langues. Les packagings de n'importe quel produit sont adaptés également aux différentes langues. Un film français qui sort à Bruxelles, par exemple, doit forcément être sous-titré en néerlandais. C'est super agréable à regarder. Et plus sérieusement, prenez le discours du roi. J'ai assisté à un discours du roi il y a quelques semaines. Eh bien, il alterne les deux langues. Le premier paragraphe en français, le deuxième en néerlandais, le troisième en français, ainsi de suite. Ce qui fait quand même que personne dans l'Assemblée ne peut comprendre l'entièreté du discours. C'est peut-être aussi pour ça qu'on appelle la Belgique le pays du surréalisme. Ouais, respect. Merci beaucoup Valérie, à très bientôt bien sûr. Pour la prochaine étape, cap sur la Grèce. Et là-bas, lorsqu'il s'agit d'apprentissage, les élèves n'ont pas leur langue dans leur poche, non. Bonjour Alexia. Alors on le sait, le grec n'est pas une langue très très pratiquée dans le monde. J'imagine que les habitants n'ont pas non plus d'autre choix que d'en maîtriser de nouvelles. Bonjour Laurent, oui, la Grèce est un petit pays de 10 millions d'habitants. Alors certes, il y a autant de Grecs en Grèce qu'à l'étranger. Il y a aussi les philhellènes, ces amoureux de la langue grecque, de la Grèce de manière générale, qui apprennent donc à parler le grec. Mais reconnaissons-le Laurent, le grec n'est pas la langue la plus parlée au monde. Et comme la Grèce est un pays touristique, forcément, les Grecs se mettent tous à peu près à parler une langue étrangère, au moins pour recevoir un maximum de monde. D'ailleurs, selon les chiffres officiels, 70% des Grecs parlent au moins l'anglais. Donc, les langues étrangères ont particulièrement la cote en ce moment, mais ça ne doit pas dater d'hier non plus en Grèce. Et oui, effectivement, en fait, à la fin du joug ottoman, en 1821, quand la Grèce commençait à se reconstruire avec les grandes puissances, Laurent, il y avait déjà une tendance vers les langues étrangères, justement, pour être reconnaissant par rapport à ces grandes puissances. D'ailleurs, les jeunes filles de bonne famille devaient impérativement connaître le piano, mais aussi la langue française, plus qu'un statut social, c'était une identité, Laurent, et c'est la raison pour laquelle c'est resté aussi dans les expressions de la langue grecque. Alors après, effectivement, l'anglais est arrivé, les autres langues aussi, pour des raisons commerciales. Et aujourd'hui, Laurent, vous avez raison de le signaler, il y a un regain. Les Grecs se remettent, se ruent vers l'apprentissage des langues. Voyons pourquoi dans ce reportage réalisé avec Raphaël Communis. Dans les rues d'Athènes, comme dans le reste du pays, il suffit d'interroger les touristes pour comprendre que les Grecs n'ont pas de difficulté à s'exprimer dans une autre langue que la leur. Tout le monde parle anglais ici. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que les Grecs regardent des films en anglais, sous-titrés en grec. Je ne sais pas. En tout cas, pas besoin de parler grec. La Grèce fait partie des meilleurs niveaux d'anglais parmi les pays que nous avons visités.
Nous n'avons pas eu un seul problème ici, comme on a pu en avoir ailleurs à cause de la langue. Mais cette capacité à l'apprentissage des langues étrangères n'est pas innée. Elle est le résultat de longues heures de cours. Les centres privés comme celui-ci sont ouverts toute l'année à cet effet. Cette professeure doit s'adapter aux demandes de plus en plus exigeantes des Grecs de tous âges. Les Grecs exagèrent dans la volonté d'apprendre. Dans toutes les matières, quelles qu'elles soient, ils apprennent tout. Avant la crise, quand il y avait de l'argent, une grande partie des économies allait dans l'apprentissage des langues. Aujourd'hui, ils apprennent de plus en plus le chinois, le russe et bien d'autres encore. Si les élèves ont un objectif différent, tous visent l'excellence. Avant, en Grèce, quand un avocat obtenait son diplôme, il pouvait s'installer et exercer sans problème en ayant du travail au quotidien. Aujourd'hui, la concurrence n'est pas que nationale, elle est internationale. On s'oppose aujourd'hui à des avocats, non pas grecs, mais anglais, français, européens au minimum. Avec la crise économique qui sévit depuis 8 années, nombre de sociétés étrangères ont quitté le pays. Mais les Grecs ont un regain d'appétit pour les langues et pour cause, 6% des 20-64 ans vivent dans un autre pays de l'Union européenne selon les chiffres officiels et la tentation d'ailleurs n'est pas terminée. Le grec n'est pas parlé par beaucoup de personnes. J'ai donc appris l'anglais, mais aussi l'allemand, parce que c'est une langue utile. Et elle me donne une perspective, car je veux vivre en Allemagne plus tard. La folie des langues commence d'ailleurs de plus en plus tôt. Dès la crèche, les parents savent dans quel pays ils vont envoyer leurs enfants pour faire des études supérieures. Et ils commencent les leçons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bonus qui est donné pour nous, les fonctionnaires, selon le diplôme de langue que l'on obtient. C'est un complément de salaire. L'intérêt de l'apprentissage des langues étrangères a donc un bel avenir devant lui. Ouais, si on a bien compris, Alexia, en fait, les jeunes apprennent d'autres langues pour quitter le pays, non ? Oui, Laurent, vous avez raison de le signaler. 500 000 Grecs ont quitté le pays ces 5 dernières années. Le chiffre est impressionnant. Mais ces Grecs, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, ont su trouver un avenir meilleur, non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis, sur d'autres continents. Leur qualification, leur expérience, mais aussi leur apprentissage des langues a pu être mis à profit. Et c'est ça véritablement ce qui compte aujourd'hui. Alors peut-être qu'un jour, ils reviendront en Grèce, ce qui fera que le pays sera beaucoup plus polyglotte qu'il ne l'est actuellement. Très intéressant. Merci beaucoup, Alexia, pour toutes ces informations. Allez, il est temps de faire une pause numérique avec Julia Livage, que l'on va retrouver, car s'il y a bien un outil qui facilite l'apprentissage, qui le simplifie, l'apprentissage des langues, et surtout qui favorise les échanges, c'est Internet. Évidemment, depuis la création du web, on n'a de cesse de créer des portails qui s'ouvrent sur le monde. Et sur les autres, on peut se parler, se voir en vidéo aux 4 coins du monde. On peut se déplacer avec des traducteurs simultanés qui vont même fonctionner hors réseau. On va trouver des méthodes ludiques pour apprendre une nouvelle langue. On va trouver des applis spécialisées qui vont nous permettre de pratiquer gratuitement. Et même à l'oral, la technique est en train de faire des progrès spectaculaires. Tout bêtement, avec un site aussi simple que Google Translate, qui est gratuit, on va vous proposer un mode de conversation qui va permettre d'enregistrer une phrase en français et qui va vous être traduit simultanément, quasiment en direct. Et puis avec le site Skype, vous savez, ce fournisseur d'appels vidéo, eh bien, vous pouvez avoir une discussion avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue avec une traduction simultanée. Évidemment, il y a un léger décalage, mais aujourd'hui, c'est possible. Et puis, vous avez aussi des applis comme Duolingo, qui sont des applis gratuites, qui vont marcher comme un parcours au travers de fiches d'orthographe, de vocabulaire, de grammaire, mais qui sont ludiques. C'est-à-dire que plus ça va, plus vous avancez, plus c'est difficile, plus vous êtes récompensé, plus vous avez des cœurs et plus vous êtes motivé. Vraiment, c'est fait pour une utilisation quotidienne, d'autant plus qu'une étude aurait démontré, et je dis bien aurait parce que c'est une étude de Duolingo évidemment, que 34 heures passées sur cette appli équivaudrait à un semestre de savoir à l'université. Ouais, c'est ça. Donc en fait, pratiquer ou plutôt s'entraîner sur Internet, c'est l'occasion de pratiquer, mais aussi de faire des rencontres.
Exactement, on sait que la difficulté quand on apprend une nouvelle langue, c'est de la pratiquer. Et de la pratiquer avec des gens qui la parlent comme une langue maternelle. Donc l'idée d'Internet, bien évidemment, ça va être de rencontrer des natifs des pays, des langues qu'on souhaite apprendre. C'est une des plus importantes ressources en ligne, c'est les réseaux sociaux qui vont nous permettre de rencontrer ces gens. Alors vous avez un site comme Tandem, linguistique.org. Alors c'est très simple, vous voulez apprendre une langue, vous faites une rencontre sur ce site. Par exemple, John parle grec et il veut apprendre à parler mandarin. Germaine parle mandarin, elle va apprendre à parler grec. Ils vont se rencontrer sur le site Tandem Linguistique. Vous avez aussi une communauté d'échange de langues pour pratiquer les langues avec les natifs sur l'appli Tandem, également gratuite. Et puis, il y a évidemment, alors Bouzou, c'est un peu le Facebook des langues. C'est-à-dire que vous avez plus de 50 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays. Vous cherchez des friends, comme sur Facebook. Et une fois que vous les avez trouvés, vous échangez avec eux. Vous pouvez même échanger des textes, des traductions et les rencontrer. Il faut savoir que sur Internet, de toute façon, même si ça ne fait pas votre bonheur, il vous suffit de taper des mots comme café des langues, café polyglotte, ou même speed dating langue. Ce n'est pas un mauvais jeu de mots, ce n'est pas une blague. Et vous trouverez votre bonheur. Merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à, comme vous dites. Merci encore, Julia. Allez, notre voyage se poursuit au Brésil, cette fois, où l'on parle le portugais, bien sûr. Mais il existe aussi là-bas des dizaines de langues ancestrales sur le point de disparaître. Bonjour Fanny. Que fait le gouvernement pour que ces langues originelles ne meurent pas? Parce que le temps presse, me semble-t-il, non? Bonjour Laurent, oui, les langues natives brésiliennes sont parmi les plus menacées d'extinction au monde. Le gouvernement brésilien, le ministère de l'Éducation, accepte depuis peu de réintégrer l'apprentissage de ces langues originelles dans les écoles publiques qui sont présentes dans les communautés indigènes. Mais difficile pour ces communautés de perpétuer leur savoir, leur langue maternelle, tant ils sont souvent parfois proches de grandes villes brésiliennes et du monde occidental. Certaines communautés résistent. Marie Dengagbe et Florence Guanard sont allées pour vous à l'école Tupi-Guarani. Dans la communauté de Tabassou et Coripi, c'est la rentrée des classes pour ces enfants de la tribu Tupi-Guarani. Une école publique brésilienne pas vraiment comme les autres. Le professeur Wewe enseigne ici aux enfants l'alphabet dans leur langue native, le Tupi-Guarani. Beaucoup de leurs parents sont allés vivre en ville. Et ces enfants ont eu des contacts quotidiens avec les Blancs. Alors, ils ont peu à peu perdu notre langue indigène. Notre rôle ici, c'est de la sauver, de la ramener à la vie au travers de ces enfants, en complément d'autres enseignements. 9 familles vivent ici depuis 2012, au milieu de ce parc national protégé. Un village créé à l'initiative de Myriam. Rebaptisée Itamirim, petite pierre en Tupi-Guarani, elle a voulu sauver sa culture en perdition dans un Brésil qui, selon elle, a un peu oublié ses origines. C'est une classe dans laquelle on leur enseigne les valeurs que l'on a et celles de notre nourriture traditionnelle. C'est une rééducation alimentaire qu'on fait ici. Jessie, 10 ans, jongle désormais naturellement entre le portugais et le Tupi-Guarani. Cela fait quelque temps qu'on habite ici et on apprend vite, surtout grâce aux anciens qui nous enseignent tout. L'après-midi, c'est cours pratiques dans la forêt. Avec son mari chef du village, Itamirim apprend aux enfants à connaître leur environnement dans leur langue. D'abord, on enlève les bords, qui ont des épines, et on tire les fils pour confectionner nos colliers. Comment chasser les animaux ou les énergies négatives. Un apprentissage pour enfants, mais aussi parents, loin d'être un simple folklore. Les adultes qui se joignent à la communauté ont 2 ans pour parler leur langue native couramment, sans quoi on leur demande de partir. André est ici depuis 2 ans. Il s'appelle désormais Chararu et Nyaguasu, grand indien. Je ne vais pas vous dire que c'est une vie facile, non. Mais c'est une vie qui nous met à l'épreuve. On doit la vivre pour voir jusqu'où vont les limites de notre connaissance, de la survie de notre peuple. Car malgré les habits traditionnels, voitures et écrans plats ont envahi leur foyer. Des mots qui n'existent pas en Tupi-Guarani. Chez Itamirim, leur fille est libre de parler portugais. Pas question ici de refuser en bloc le monde occidental. Beaucoup d'Indiens comme nous croient à tort, parce qu'ils ont un frigo ou un four, ils ne sont plus Indiens. Même les gens, quand ils nous voient en ville, avec des habits, ils nous disent « Mais vous êtes vraiment Indien ? Mais vous avez des vêtements ? Vous avez un téléphone portable ? Donc vous n'êtes plus Indien ».
À l'extérieur, l'école ne finit jamais. Autour du Tatarasukatu, le feu sacré. Entre eux, petits et grands doivent parler tupi-guarani. C'est un symbole d'union qui est devenu de plus en plus rare dans les communautés. C'est l'essence même de l'âme de l'indigène qui s'éteint de plus en plus. Itamirim espère que d'autres communautés rejoindront sa cause pour sauver sa langue et sa culture. Merci Fanny, à bientôt évidemment. Allez, retour chez nous à présent avec Anissa Arfaoui qui va nous rejoindre. Avec elle, on va s'intéresser à notre niveau en langues étrangères. Sans faire justement ma mauvaise langue, pardon pour le jeu de mots, on est toujours autant à la ramasse en France. Bah oui, on peut dire ça, c'est sûr. On est fidèle au poste parce que nous sommes toujours mauvais. C'est simple, si on prend un sondage européen, nous faisons partie des 5 derniers pays d'Europe quant à notre maîtrise de la langue. C'est ce qui ressort d'une très vaste enquête réalisée par l'Institut Education First. C'est une société spécialisée dans l'organisation de séjours linguistiques. Et selon leur classement, sur 26 pays, nous sommes à la 22e place. C'est ce qui ressort quand même de leur enquête. Pas de quoi parader. Les conséquences sont bien réelles, puisqu'il semblerait qu'un Français sur 4 soit recalé à un entretien d'embauche à cause de son niveau d'anglais. Et pour vous donner quelques chiffres, quelques statistiques très claires, 4% des Français parlent anglais couramment, 55% parlent moyennement et 41% parlent peu, voire pas du tout l'anglais. Ça, c'est selon une étude réalisée par l'école ABA English et réalisée il y a 2 ans. Bon, ça fait mal. Mais comment est-ce possible, Anissa, d'être parmi les plus mauvais pays d'Europe alors que justement, à l'école, on le sait, on mise tant sur l'apprentissage des langues? Alors, en effet, il y a de quoi se poser des questions. Alors, traditionnellement, l'anglais, pour rester sur l'anglais, est enseigné dès la 6e. Je vous rappelle qu'en France, dans les collèges, dès la 6e, sont introduites 2 langues. En 6e, la première et en 5e, la 2e, depuis la rentrée 2017, puisqu'auparavant, c'était en 4e. Ce qui nous fait un total, entre la 6e et la terminale, de 7 années d'anglais. 7 années au bout desquelles nos élèves ne parlent même pas couramment l'anglais. Comparativement aux pays nordiques, on a un très gros problème parce que eux, ils ont approximativement le même nombre d'heures, mais à la fin, les élèves sont parfaitement bilingues. Donc, soit notre méthode d'enseignement n'est pas bonne, soit nos élèves ne sont pas bons, mais il faut en tout cas trouver une explication. Et tout compte fait, vous allez voir que c'est peut-être un petit peu des deux. Alors justement, en vérité, c'est quoi notre problème, docteur ? En fait, notre problème commence dès le plus jeune âge avec la télévision. Il se trouve, Laurent, que nos films sont diffusés en français. Alors, je m'explique. La différence entre nous et les pays du Nord, c'est qu'eux, à la télévision, les films sont diffusés dans la langue originale, sous-titrés dans la langue du pays. Si on prend l'exemple d'un Woody Allen diffusé au Danemark, ça veut dire qu'il sera diffusé en anglais, sous-titré en danois. Ça veut dire quoi ? Que les gens très jeunes, dès leur plus jeune âge, ont une oreille qui va s'habituer aux langues étrangères. Et ils vont non seulement travailler les langues étrangères à l'école, mais aussi à la maison, finalement. Alors que nous, les langues étrangères sont pratiquées uniquement, exclusivement à l'école. Oui, c'est vrai que chez nous, comme vous dites, ça serait révolutionnaire et qu'on a du mal à imaginer qu'un film soit diffusé en prime time à la télévision autrement qu'en français. Totalement. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on aurait un problème ? C'est parce qu'en fait, chez nous, il y a un héritage. Le français est une langue qui est internationalement reconnue. C'est une langue d'ailleurs qui est parlée dans plusieurs pays, la Belgique, le Canada, la Suisse. Ce qui veut dire... c'est une grosse différence que nous avons avec la Norvège, par exemple, c'est que la Norvège, le norvégien ne se parle qu'en Norvège. Ça veut dire qu'il y a un lien direct entre le niveau de langue d'un pays et la place que sa langue tient dans le monde. En bref, plus votre langue est reconnue sur la scène internationale, moins vous êtes bon pour connaître et apprendre celle de vos voisins. Donc, vous me rassurez, cela veut dire que ça n'aurait rien à voir avec les méthodes d'enseignement ? Alors, si, un petit peu quand même, parce qu'on a noté, par exemple, que les Français parlaient peut-être mal l'anglais, mais ils savaient lire l'anglais. Et ils savaient même, parfois, écrire l'anglais. Bien, pourquoi ? Parce que nous avons une vieille tradition d'enseignement basée sur la grammaire, sur la théorie. On enseigne les langues vivantes comme on enseigne les mathématiques. Autrement dit, vous devez maîtriser les règles et ensuite les appliquer. Peu ou pas de place pour l'oral. Or, une langue vivante doit être parlée pour vivre. Elle doit être parlée, pratiquée, pas juste théorisée pour exister. Alors,
En revanche, j'ai une bonne nouvelle puisque l'éducation nationale s'est réformée et depuis 2016, le cours préparatoire, donc dès le CP, il y a une première langue vivante qui est introduite. Les jeunes pousses sont rapidement initiés. Et je cite l'éducation nationale, la pratique de l'oral est prioritaire à tous les niveaux de l'école et du lycée. Ajoutons à cela un petit film en version originale de temps en temps et j'ai envie de vous dire que les pays du Nord n'auront qu'à bien se tenir. Et ben voilà, ça fait beaucoup moins mal avec ce genre d'informations. Merci beaucoup, merci Lisa. Allez, pour la dernière destination, direction l'Inde, où, tenez-vous bien, il existe plus de 20 langues officielles. Alors ajoutez à cela des milliers de dialectes et vous obtiendrez une vraie tour de Babel. Bonjour Nicolas. La rentrée scolaire doit vite tourner à la cacophonie, j'imagine. Comment les enfants arrivent-ils à jongler avec toutes ces langues ? Eh bien, effectivement, Laurent, sur le papier, ça semble compliqué. Vous le disiez, 22 langues officielles, mais aussi plus de 1500 dialectes, rien que ça. Alors, comment les jeunes Indiens apprennent toutes ces langues et comment parviennent-ils à communiquer ? Eh bien, tout à fait naturellement, finalement, car, comme vous le disiez dans les sujets précédents, ils sont ici bercés dès leur plus jeune âge par toutes ces langues et donc ils parlent couramment 2, 3, voire même 4 langues. Tout de suite, je vais prendre un exemple, si vous le voulez bien, avec ces 3 messieurs. Ils travaillent pour nous ici à France 2 New Delhi. Ils sont indiens et chacun d'entre eux parle minimum 3 langues. Rohit, par exemple, il a grandi dans le Bengale, donc il parle bengali. Dans sa famille, il parlait hindi, donc il parle hindi également, mais à l'école, il avait les cours en anglais. Et donc voilà, faites le compte. 3 langues sans forcer, et il n'est pas le seul, ils sont des millions comme lui ici en Inde. Vous allez tout comprendre dans ce reportage, il est signé à Guillaume Marc et Sidhu Yadav. Dans cette école de New Delhi, de l'histoire aux mathématiques, toutes les matières sont enseignées en anglais. Il y a bien sûr un accent local, mais la langue de Shakespeare est devenue un gage de réussite. Si jamais les élèves décident de partir étudier à l'étranger, ils seront confrontés aux langues étrangères. Souvent les programmes seront en anglais, donc l'anglais pour eux est une priorité. L'anglais n'est pourtant pas la langue maternelle de ces jeunes Indiens. Il s'est imposé, comme ici dans la plupart des établissements privés, qui surclassent aujourd'hui en nombre les écoles publiques. Les cours dans les écoles en anglais sont bien meilleurs que dans celles en hindi. L'anglais, c'est une langue parlée dans le monde entier, alors que l'hindi, ce n'est parlé que par les Indiens. Les Indiens eux-mêmes ne parlent pas tous forcément l'hindi dans ce pays-continent qui compte 22 langues officielles. Ishan, 14 ans, a grandi à New Delhi. Mais sa famille est originaire du sud de l'Inde. Les cours en anglais sont pour lui beaucoup plus pratiques. Moi, je ne parle pas couramment l'hindi, parce qu'on ne le parle pas à la maison. Donc je suis beaucoup plus à l'aise dans ce genre d'école. Pourtant, lorsque sonne l'heure de la récréation, terminez l'anglais académique de la salle de classe. Sur les terrains de foot, ces jeunes Indiens jonglent d'une langue à l'autre. La plupart du temps, on parle un mélange d'anglais et d'hindi. Et si on marque un but, on le célèbre en hindi. En Inde, plus de la moitié de la population est ainsi totalement bilingue. Et les personnes parlant plus de 3 langues se comptent par millions. Comme Ishan, qui tous les après-midi apprend la sitar avec son père. Cette fois-ci, la classe est en Kannada, la langue du Karnataka, un état du sud de l'Inde. J'y suis habituée depuis que je suis enfant. Depuis ma naissance, mon père m'a toujours parlé en Kannada. Donc ce n'est pas très compliqué de rebasculer au quotidien dans cette langue, que je parle en fait depuis tout petit. Le Kannada donc, l'hindi, l'anglais, mais aussi le néerlandais avec sa mère, originaire des Pays-Bas. Ishan parle 4 langues au total. Pour communiquer en famille, c'est l'anglais qui est privilégié, forcément. Mais c'est aussi le cas dans de nombreux foyers 100% indiens, avec bien sûr quelques conséquences sur les autres langues du pays. À travers l'Inde, dans chaque langue régionale, il y a des mots en anglais qui s'imposent de plus en plus.
Quand je parle à Ishan en Canada, je dis... J'utilise le mot word. Une nouvelle langue serait ainsi en train d'apparaître, l'English, soit un mélange entre l'hindi et l'anglais. Donc, si j'ai bien compris, l'anglais revient en force en Inde. Sauf que je sais que le Premier ministre indien fait de la résistance et qu'il refuserait de parler la langue de Shakespeare, c'est ça ? Exactement, je vous le confirme, le Premier ministre indien, Narendra Modi, parle parfaitement anglais, n'en doutez pas. Et pourtant, il refuse de s'exprimer dans cette langue. Alors quand il y a un rendez-vous international avec le président américain, par exemple, il s'exprime en hindi et un traducteur va transmettre ses propos au président américain. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'anglais, ici, reste perçu comme la langue des élites. Les écoles en anglais sont les plus chères. Et puis l'anglais, bien sûr, c'était la langue des colons britanniques. Et donc, quand un homme politique veut parler au plus grand nombre, quand il veut montrer qu'il est proche du peuple, il s'exprime en hindi, même si l'anglais reste ici une langue officielle. Dernière question, une petite question un peu perso. Nicolas, ça fait quand même 4 ans que vous vivez là-bas, en Inde. Vous avez appris l'hindi ? Alors, je ne peux pas exactement dire ça. Disons que je connais les 10-15 mots qui me permettent de me débrouiller avec un chauffeur de taxi ou un marchand de pain, tout au plus. C'est vrai, j'avais prévu d'apprendre l'hindi en arrivant ici, mais finalement, vous le disiez, dans cette tour de Babel, eh bien, je me suis rendu compte que c'était un petit peu inutile. Si vous allez à Bangalore, il faut parler le Kannada. Si vous allez à Calcutta, il faut parler le bengali. Eh bien, donc, je suis resté avec mon anglais et bien sûr, tous les jours, des traducteurs qui nous aident à réaliser tous nos reportages pour France 2. Oui, puis c'est vrai, Nicolas, on vous pardonne. Télématin vous donne pas mal de boulot. OK, passez une belle soirée, une belle journée. Non, il fait nuit chez vous. À bientôt. Merci encore pour toutes ces informations. Madame, monsieur, notre émission multilingue touche à sa fin. Merci à tous nos traducteurs du jour pour cette immersion au cœur des langues étrangères. La semaine prochaine, tout autre thème, Journée du patrimoine oblige, nous découvrirons des édifices merveilleux qui ont puisé leur inspiration dans d'autres pays. Alors, lesquels ? Réponse samedi prochain avec un voyage plein de richesses. Télématin, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès lundi à 6h30. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous. N'oubliez pas qu'on vous aime. Together.